Bonjour, bienvenue à cette formation en ligne Québec intitulée Pourquoi tant de PME adoptent-elles le cloud? Mon nom est Simon Hénaud, je suis en compagnie de Jean-François Gauvin, directeur TI de BMD Gestion Informatisée. Merci d'être avec nous, Jean-François. Alors, on va parler d'un sujet qui t'échappe. Je pense que vous faites ça chez BMD de façon quotidienne. C'est-à-dire prendre des infrastructures, les mettre dans le cloud, mais si tu voulais, tu permets que je te tutoie? Oui, il n'y a pas de problème. Si tu voulais nous dire en une minute qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise. Dans le fond, BMD, on est assez fiers l'année prochaine, je vais faire 20 ans que BMD existe. En ce moment, chez BMD, il y a deux départements. Il y a un département qui est 100% au niveau des solutions ERP, donc ce sont des solutions Sage, techniques, au niveau Sage 300 ERP, des CRM, des choses comme ça. Des solutions cloud? Aussi, qui peuvent s'adapter au niveau des solutions cloud ERP. Mais par contre, si on peut les avoir aussi des installations on-premise, tout dépendant des clients. Souvent, on va en parler tantôt, mais l'aspect des données financières, les gens sont peut-être un petit peu froids des transformations sur le cloud. Mais l'idée aussi, c'est qu'il y a un département TI chez BMD qui est complètement indépendant de ce côté-là. Donc, le département TI existe maintenant depuis plus de 10 ans. Puis, justement, chez BMD, on se spécialise en solutions cloud. Donc, tout le déploiement cloud, comme on va jaser un petit peu plus tard, mais dans le fond, que ce soit les clouds publics, ce qu'on appelle aussi les clouds privés, solutions hybrides, de solutions cloud, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Puis nous, chez BMD, on essaie de simplifier la vie des gens au niveau des TI, que ce ne soit pas une dépense, que ce ne soit pas littéralement tout le temps. Le TI, souvent, est vu comme un département de dépenses, non pas comme un département d'avancement. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de changer un peu la mentalité des gens pour se dire, on va vous donner des outils pour travailler mieux, pour travailler efficacement, d'avoir accès partout à vos données. Puis ça se trouve aussi des plateformes, nous, on se spécialise, autant que ce soit des plateformes Windows, Mac, Linux. Pour nous, c'est pas ça, c'est comment vous accédez à vos données, comment vous allez être capable de sauvegarder vos données. Il arrive une panne dans votre entreprise, comment on fait pour récupérer les informations, comment on fait littéralement pour ramener tout ça, que ça soit vraiment fonctionnel, que ça soit efficace. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire chez les MD, qu'on se spécialise justement même sur des environnements multisites. Vous avez plusieurs sites, plusieurs infrastructures un peu partout. On va vous aider justement à travailler, vous aider littéralement à fonctionner et à monter votre infrastructure. C'est d'améliorer la productivité. Hein? Pour être plus efficace. Exactement. Plus rentable, finalement. Exactement. Puis là, dans le fond aussi, puis j'aime beaucoup cette image-là. Quand on regarde depuis 2005, comme on voit, c'est dans un événement Microsoft qu'elle a beaucoup été pris. Puis comme on voit en 2005, il y a à peu près une seule personne qui avait probablement un téléphone cellulaire, on le voit en bas à droite, un flip. Les gens étaient, dans ce temps-là, considérés comme très techno, tu sais, à ce moment-là. Mais maintenant, en 2013, quand on regarde, tout le monde est connecté. Tout le monde a un téléphone cellulaire, tout le monde a un téléphone intelligent, soit de marque Android, je veux dire, quoi que ce soit. Puis peu importe la catégorie d'âge, j'ai souvent un téléphone cellulaire normal. Maintenant, on va acheter un téléphone, il est 100% intelligent. Puis même souvent, j'adore l'image de l'iPad ou la surface qui est là, que la personne prend une photo. Tu sais, vous allez dans des shows rock maintenant, ou peu importe les shows, les gens prennent des photos avec des iPads, tu sais, devant vous, littéralement. Tout le monde se promène avec une tablette, tout le monde se promène avec ça. Puis l'idée de ça, c'est justement ce qu'on a beaucoup changé. On veut accéder à nos données de partout, on veut être efficace de partout, puis les données sont facilement accessibles maintenant avec différents types d'appareils, de devices, qui c'est beaucoup plus intégré que c'était en 2005, par exemple, avec le premier téléphone cellulaire. Ça reste quand même ça. Oui, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est la portion ici qui est intéressante dans le cadre. Faut pas être ici. Ah, excuse-moi. Donc, au niveau des statistiques, si en ce moment, c'est une des seules que j'aimerais ça montrer au niveau des statistiques, c'est qu'il faut qu'évaluer en ce moment que le cloud, c'est vraiment une solution qui est là pour rester. Il faut comprendre que l'IDC, qui est une compagnie au niveau américain qui font des statistiques en ce moment, il évalue que en ce moment, en 2016, 98 milliards de dollars vont être dépensés au niveau du cloud dans les perspectives en ce moment. Donc, c'est une réalité du marché. Le marché est présent, le cloud est présent, cette solution-là est là pour rester, elle n'est pas là nécessairement pour disparaître. Statistiquement intéressante aussi, c'est qu'au niveau du Canada, il faut comprendre que le Canada est en moyenne 2 ans en arrière versus le monde au niveau de l'adoption. Il faut
adopter cette situation. C'est bon, j'entends les fois 3, 4, 5, alors. On va se dire 2 ans. Mais la réalité, c'est que le Québec est 2 ans derrière du Canada. Souvent, on est à peu près à 4 ans au niveau du Québec d'adopter ce genre de technologie-là. Donc, c'est sûr que ça reste une réalité présente, sauf que justement, ça a fait sa marque, puis c'est en constante évolution. Oui. C'est de ce côté-là. Quand Jean-François, tu parles de 98 milliards en termes de dépenses reliées au nuage, tu parles de quel investissement? Tu parles des entreprises pour s'y rendre? Tu parles des providers de cloud? Non, je parle vraiment des entreprises pour s'y rendre. Les gens, au niveau de toutes les entreprises générales, vont dépenser dans le nuage public, finalement, 98 milliards, que ce soit, ils vont dépenser chez Microsoft, chez Amazon, chez Google, pour toutes les inscriptions, c'est là que ça va se faire. C'est de l'argent. Donc, ces compagnies-là, c'est pas pour rien qu'ils investissent en ce moment des fortunes pour monter des centres de données énormes, parce que justement, ils savent qu'il y a une rentrée d'argent qui va se faire. C'est littéralement, en construisant des gigantesques centres de données qui sont capables de recevoir des milliers de personnes à ce moment-là. Oui. C'est sûr que peut-être au début, pour eux, ils sont peut-être dans le négatif, mais avec l'avenir qui s'en vient, puis vraiment, comme on a vu avec la dernière photo de 2005 à 2013, l'évolution de la technologie, en 2016, ça va être quoi? En 2016, comment on va accéder à toutes ces données-là, comment ça va être facilement accessible. Là, on est encore au début, j'appelle la courbe du cloud. Les gens qui vont pas, sont nerveux, sont pas 100% savoir, mais quand la courbe va vraiment décoller, comme on va l'expliquer un petit peu plus tard, ben là, on va voir à ce moment-là là, qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va jouer au niveau de solutions cloud, puis il y a des majeurs qui vont jouer. Ça me fait penser, en termes de parallèle, un peu à l'adoption du cellulaire. Le cellulaire, Tapoto, je pense que c'était témoignait très très bien en 2005. Ben, finalement, tout le monde a un cellulaire aujourd'hui. Et puis, il y a un chiffre qui me reste en tête, c'est le grand manufacturier là, de cellulaire, je pense à Samsung. C'est Samsung, le grand manufacturier. Une année, a investi en publicité pour accaparer le marché qui était immense, 8 milliards de dollars en publicité. Alors, le marché est tellement fort que finalement, il pourrait aller chercher une part de marché immense à investir. Alors, j'imagine que c'est le même parallèle avec les Microsoft, les Google, puis les Amazon de ce monde qui essaient d'aller chercher la plus grande part des marchés. Exactement. Si on regarde Microsoft particulièrement, je dirais, que vous envoyez beaucoup de publicité pour Office 365, que ce soit à la télé, que ce soit les nouvelles, que ce soit n'importe où. Le nom sort, le nom beaucoup d'Office 365 sort. C'est une suite de produits qui est super intéressant. Google est peut-être moins publicitaire, je dirais, de ce côté-là, mais Microsoft fait beaucoup d'offres et pour présenter aux gens. Puis il y a une stratégie chez Microsoft qui a toujours été quand même indirectement, qui a été un peu l'avenue de la solution cloud chez eux, c'est que Microsoft, avec leur solution avant, il y avait une solution qui s'appelle Small Business Server. Okay? Ça supportait jusqu'à 75 utilisateurs. Ça a fonctionné environ jusqu'en 2011. Oui. Et Microsoft, par la suite, a dit, moi, là, Small Business Server, là, pour les compagnies de 75 utilisateurs et moins, je ne le développe plus. J'arrête cette solution-là. D'accord. Et mon avenue pour ces compagnies-là, ça va être Office 365. Ça va être ça le chemin, finalement, des compagnies. Ceux qui se disent non, je ne veux pas aller vers Office 365, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont vous offrir toujours une solution normale, donc une solution normale sur site. Par contre, c'est d'avoir acheté des licences, des serveurs, tout ça, et le coût va être. Ils l'ont rendu moins intéressant. Ils l'ont rendu moins incité les gens à aller plus cloud. Exactement. Donc, eux autres se disent, les PME, là, nés vers 365, ils font des chemins de migration vraiment intéressants. C'est simplifié même pour les gens. C'est souvent ce qu'on appelle un one-shot. On s'en va vers le cloud, puis après ça, on va rester vers le cloud. C'est vraiment de ce côté-là. Excellent. Moi, je pense. Non, ça n'a pas l'air bien fonctionné, je vais passer. Donc, le cloud, c'est quoi? Ben, c'est un peu ce qu'on explique depuis le début, finalement. Si on regarde la définition simple du cloud, juste pour expliquer ça, c'est finalement d'accéder à nos données via Internet, d'accéder à nos logiciels via Internet sur un système multiplateforme. Tablette, téléphone intelligent, Mac, Windows, Linux. Il n'y a pas vraiment d'aspects différents. C'est vraiment ça la définition pure, simple du cloud. Par contre, le cloud, on peut le différencier en peut-être 3 types de services ou 3 catégories de services. Il y a ce qu'on appelle le cloud public. Je vais tout les définir un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est que le cloud public, rapidement, c'est juste un service qui est locatif dans les grosses corporations, que ce soit Amazon, Microsoft, Azure, Office 365, Google Apps.
C'est vraiment ce type de service-là. Donc, c'est un service qui est public, qu'on arrive, qu'on va payer finalement mensuellement sur un type de contrôle ou quoi que ce soit. Ce qu'on regarde, qu'on appelle le cloud privé, c'est un mot que je trouve quand même relativement intéressant, c'est que le cloud public, pour essayer d'être simple, c'est qu'il vient s'asseoir sur une technologie de cloud privé. Donc, toute l'infrastructure maintenant est montée souvent sur des infrastructures cloud parce que l'affaire qui arrive, c'est que le matériel qui est entré, les logiciels ne sont plus associés directement au matériel. Dans le temps, quand on installait un serveur, on installait un Windows spécifique qui était marié finalement avec ce serveur-là. Maintenant, l'idée du cloud privé, c'est de dire que le matériel n'est plus important. On vient s'asseoir sur une technologie cloud. Puis à ce moment-là, on est capable de prendre notre serveur physique, de le séparer en compartiments, en toutes sortes de compartiments, puis on est capable de manipuler finalement notre environnement privé en donnant via notre propre Internet des accès, comme le cloud public le fait. Donc, des accès via le téléphone, le portable, la tablette. Donc, dans notre propre infrastructure interne, on est capable littéralement de se monter une infrastructure cloud qui est privée. OK. Et le cloud public, finalement, la technologie qui est en dessous, c'est du cloud privé, mais finalement, doublé, quintuplé, avec des infrastructures majeures en arrière, c'est vraiment ça. L'avenue du cloud hybride, c'est une solution finalement d'un mix de privé et public. Que les PME, souvent, vont peut-être plus regarder de ce côté-là. C'est un peu ça qu'on va regarder un petit peu plus tard. Sur une note un peu historique, si on regarde la définition un peu du cloud, ce que j'ai toujours aimé, c'est de dire que il y a un service là, que ça fait au-dessus de 15 ans qu'il existe, peut-être pas 15 ans, peut-être 12 ans qu'il existe, puis qu'il y a la très belle définition d'un cloud. C'est Hotmail. Le fameux Hotmail de ce monde-là, c'était pas sur votre ordinateur, les données. Vous pouvez y accéder par une page web de n'importe où. Fait que le mot cloud, là, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nécessairement nouveau et adapté aujourd'hui à cause de ça, puis c'est rendu un buzzword, que ce soit le nuage, l'infonuagique. Mais Hotmail avait tous les critères d'un système cloud. Quand le premier téléphone intelligent est sorti, ou demi-intelligent est sorti, vous branchez votre Hotmail, vous êtes tous contents de brancher votre Hotmail, mais au final, c'était du cloud, c'était une solution cloud. Donc, tu sais, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a toutes sortes d'applications, les CRM, les ERP de ce monde qui, maintenant, sont en mode cloud, ce qui fait qu'il y a une vague, là. Exactement. C'est ça. C'est là que les applications sont beaucoup plus nombreuses maintenant. L'offre de service est beaucoup plus améliorée. C'est pour ça que le mot cloud est de plus en plus populaire. Oui, justement, on l'a eu au nuage. Mais au final, c'était juste une note historique pour dire que Hotmail, ça va. C'était littéralement tout à fait un service comme ça. On s'attarde littéralement au cloud public ou à l'offre de services du cloud public. J'ai mis environ une dizaine de logos. J'aurais probablement pu faire 4 slides avec des logos de compagnies différentes. C'est littéralement toutes sortes des offres de services qui existent en ce moment. Le cloud public offre quand même un certain niveau d'avantage très marqué pour les entreprises parce que justement, si on regarde l'offre d'un cloud public, on va arriver qu'on va louer justement un système et on va louer pour une certaine mensualité. Donc, on va arriver par employé, bien sûr, par employé, par contrat annuel, souvent c'est sur une base annuelle, mais si, exemple, on ne l'utilise pas pour le terme du contrat, vous avez un remboursement pour la tour. Tu sais, il y a toutes sortes de formules très flexibles, des choses comme ça. On va regarder des offres de services tantôt, mais l'idée, au final, c'est qu'on dit, moi, j'ai besoin demain matin, je suis une entreprise, mais j'ai pas beaucoup de ressources financières. Tu sais, là, je suis un peu limité, mais on me parle beaucoup, j'aurais besoin de structurer mon département des ventes, j'ai besoin d'un CRM. Bien, le cloud peut être une solution intéressante. Regardez le cloud public parce que vous allez pouvoir peut-être vous louer, par exemple, chez Office 365, un Dynamics CRM, vous allez pouvoir louer, par exemple, 30 $ par utilisateur par mois. Mais si votre projet n'est pas un succès, vous n'avez pas perdu tant d'argent que ça. Vous avez perdu un peu d'argent. Mais si vous voulez faire le même service à l'interne, vous allez devoir vous acheter un serveur, acheter une licence, configurer tout ça. Il y a une grosse question de coût à l'intérieur de ce projet-là. S'il ne fonctionne pas le projet, c'est du CAPEX. Finalement, tu compares une mensualité à du CAPEX, puis je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on entendait des histoires d'horreur, des ERP qui avaient été implantés à coût de millions de dollars qui n'avaient pas fonctionné. Alors, ton point, à savoir, est-ce que j'investis versus une mensualité pour tester dans mon environnement si ça va fonctionner? Je pense que c'est super, ça vaut la peine de l'essayer. Puis justement, si on regarde les compagnies qui sont dans le développement ou des choses comme ça, il y a des avantages. À un moment donné, comme vous prenez une compagnie en programmation,
ben, ces compagnies de programmation, quand ils arrivent, ils disent moi, j'ai besoin d'avoir une machine pour tester ma version Windows un tel, la version Windows un tel, la version Windows un tel. Tu sais, c'est un service comme Amazon ou Azure ou quoi que ce soit. Ils vous offrent la panoplie de choix. Vous pouvez dire je veux une machine virtuelle, tel modèle, tel espace, tant de temps. Ils vont vous dire ça me coûte 10 par mois. En t'acheter une machine physique ou plusieurs machines physiques, ça moment-là, vous le quantifiez mensuellement. Les compagnies comme ça sont bien avantageuses de regarder ce genre de service-là. Vous êtes une compagnie qui avait des gros pics saisonniers. Vous arrivez, là, puis au début du mois de printemps, là, c'est votre gros rush, mais là, votre équipe TI, vous avez votre serveur qui ne fera pas la route, on ne sera pas capable, ça va vous prendre une plus grosse ligne Internet. Là, vous dites, il faut que j'investisse ça juste pour 3 mois. Oui. Puis le 9 prochains mois, je perds l'argent. C'est pas rentable. Bien, c'est là que les compagnies cloud publiques sont capables de recevoir ce genre de situation. Mais entre autres, Jean-François, tu parles de besoins précis, tu parles de besoins temporaires, mais quand on parle de besoins permanents, genre courriel pour tous les employés, ça peut représenter des avantages aussi. Exactement. Puis ça, c'est un bon point que tu amènes, parce que justement, si on regarde les effets de migration, souvent, qu'on va regarder avec les clients, c'est parce que les courriels, j'en parle un petit peu plus loin, mais l'idée en ce moment, c'est que des compagnies, un peu comme je le disais tantôt, quand on arrive, on se dit, moi j'ai un projet justement pour mon système de courriel. Si je veux littéralement, j'ai besoin d'un nouveau système de courriel, un nouveau système, exemple, comme quelque chose comme ça. J'ai besoin d'acheter ça parce que j'ai besoin d'une nouvelle version pour mes téléphones intelligents, pour suivre le marché, des choses comme ça. En PME, souvent, c'est des dizaines de milliers de dollars qui sont à investir coût de départ. Si on arrive et on dit, ben là, finalement, moi, en tant qu'individu, il faut pour mes 50 employés, j'achète un nouveau serveur pour mettre mon système de courriel. Il faut que j'achète les licences qui viennent avec ça. Il faut que je continue les backups. Il faut que je prenne. Donc, si on parle d'un serveur de 10 000 on parle de licence, on va dire encore un autre 10 000 il y a beaucoup d'achats de départ. Tandis que quand on regarde l'offre du cloud, ben, on est capable des fois de louer ça pour 4 par mois par employé. Tout est inclus, là, que ce soit les services, que ce soit les backups, que ce soit les sauvegardes. L'espace, tout est là, puis il vous donne une garantie de service. De l'autre côté, c'est le provider, cloud public, vous offre une garantie de service souvent de 99,9% du temps qui vous garantissent que votre service est opérationnel. Dans une entreprise privée, c'est difficile d'avoir ce niveau-là, que ce soit juste au niveau des pannes électriques, que ce soit un peu même des sauvegardes, des choses comme ça. Puis comme on disait, c'est l'affaire qui arrive. Souvent, quand on va regarder, les gens disent, ouais, mais moi, dans les clouds publics, je ne fais que payer mensuellement. Puis régulièrement, ce n'est qu'une mensualité, j'aime pas ce concept-là. Mais si on prend un projet comme le courriel, là, on dit, c'est beau, là, j'ai 50 000 à mettre là, pour mettre mon nouveau système de courriel. Ah oui, ça peut représenter tant que ça? Ben oui, parce qu'on parle d'un serveur, on parle des licences, un consultant pour l'installer, ça topait ça, ça topait les backups, ça topait les sauvegardes. Oui. Bon, ça peut coûter peut-être 40, 50 000 de coûts initiaux. Là, les compagnies vont se dire, ouf, c'est beaucoup d'argent, mais OK, mettons, je vais aller même l'emprunter, puis je vais essayer de le rentabiliser dans beaucoup d'articles. Puis ce qui est vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est les gens pour être capables d'arriver avec une solution cloud, de dire quand j'ai dépensé autant d'argent ici dans ma solution cloud, soit ça va prendre jusqu'à 5 ans. Avant qu'on arrive à se dire que j'ai mis 40, 50 000 puis de l'autre bord, dans le cloud, j'ai dépensé autant. Et après 5 ans, j'imagine, il faut renouveler la licence. Il faut mettre à jour quelque chose. Exactement. Oui. Puis là, c'est l'affaire qui arrive. C'est quand les gens arrivent et ils disent j'ai investi 50 000 là, on est en 2000. Là, on est en 2010. En 2015, il y a eu combien de versions de logiciels pour sortir entre les deux? Donc, tu n'as pas profité. Donc, tu n'as pas profité. Que tu n'as pas investi parce que tu dis, là, je viens d'en mettre 50 000. Je n'ai pas envie de redépenser encore pour changer. Puis là, si tu es mal chanceux dans ton processus, ton serveur lâche après 4 ans, il y a un bris matériel, quoi que ce soit. Ben là, ça t'a coûté de l'argent. Dans une solution cloud, il y a eu 3 versions sorties entre les deux. Vous en pas fait tout le temps. Les backups sont là, tout est là. C'est tout le temps une question de relation de dire, est-ce que vraiment ça vaut encore la peine de garder on-site certains services, de payer pour ces services-là, ou finalement, il y a certains services que non, regarde, c'est un mal nécessaire, je suis obligé d'avoir ça. Bon, je comprends, là. Les courriels en 2014, là, ça fonctionne tellement plus que les cellulaires. Oui, tu sais, on va se comprendre, les gens utilisent beaucoup plus les courriels que les cellulaires. C'est la voix, là. Oui, absolument. On s'envoie plus de courriels qu'on se parle. Oui. Donc, ce côté-là, fait indirectement que les services, les compagnies vont se dire que c'est un mal nécessaire, il faut toujours que ce soit fonctionnel, j'ai toujours besoin d'avoir accès à ça.
Donc, le cloud public offre ça. Quand en 2014, je dirais à quelqu'un, hey, mon courriel ne fonctionnait pas, là, ça commence à être un peu moins, ça passe moins. C'est souvent une excuse, même pas vrai. Exactement. C'est pas que c'est bon jour pour le répondre. Alors, j'imagine que vous avez partie de votre service de dire, je rentre dans une entreprise, puis j'identifie en fonction du confort des dirigeants, en fonction des services essentiels, en fonction de toutes les fonctionnalités qu'on veut offrir aux employés, lesquelles valent la peine, justement. Exactement. Ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident de choisir. Puis, si tu veux, on va lancer la slide. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Parfait. Donc, juste avant de tomber peut-être dans le détail de ta question, je vais y revenir après. Oh, ici, l'image, là, ça, j'adore cette image-là parce que littéralement, ça représente en ce moment un centre de données Microsoft pour le site Office 365. C'est exactement Microsoft qui a monté cette slide-là. L'idée en ce moment, comme on regarde tous les points verts, tous les points mauves, là, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais l'idée, c'est que ça, c'est tous les centres de données qui existent au niveau de Microsoft. Il n'y a aucune PME qui va se monter un système comme ça de réplication de données. Puis là, on voit les points bleus, les lignes bleues, ça, c'est les liens Internet qui rentrent, c'est multipack, c'est multisites. Je veux dire, tout le système qui est dans l'arrière de ça, c'est impensable qu'une PME se monte. C'est sûr comme ça. Puis on regarde ça aussi chez Microsoft, eux autres, ils disent que vos données sont copiées jusqu'à 19 fois. Ah oui, hein? Honnêtement, au niveau des pertes de données, ça peut à peu près pas arriver. Il ne faut pas rêver, ça peut à peu près pas arriver. Donc, à ce moment-là, c'est juste pour démontrer à quel point ça, c'est Office. Là, on ne parle pas d'Amazon, on ne parle pas de Google, on ne parle pas de ces compagnies-là qui montrent eux aussi des centres de données gigantesques pour arriver à donner justement le service, puis justement l'offre de service, puis eux autres, finalement, c'est de monter des gros centres comme ça, puis de louer à des fractions du prix. Ouais, c'est littéralement ça. Puis il y a une guerre de prix en ce moment dans toutes les solutions cloud. C'est vraiment une particularité là-dessus. Pour répondre à ta question, justement, les offres de service, puis identifier les offres de service, c'est ce que j'ai en ce moment au niveau du cloud public. Je veux prendre rapidement un peu l'idée de démontrer, parce que souvent la question qui arrive la plus classique, pourquoi je choisirais Office 365? Pourquoi je choisirais Google Apps? C'est quoi la différence entre les services? Qu'est-ce qui m'offre un peu? Puis juste rapidement, avant même de tomber dans le détail, c'est en ce moment, les trois services cloud, les trois services vraiment que les gens regardent vers la cloud, les trois premiers services qu'ils vont regarder, c'est souvent les sauvegardes. D'accord. Ça, c'est un des premiers services que les gens vont dire, je veux envoyer vers la cloud. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'ils veulent enlever la manutention manuelle. Ils veulent enlever le fait que c'est des gens qui vont gérer ça. Ils veulent juste gérer une exception. Ils veulent littéralement automatiser le processus. Ça, c'est un des services. Le deuxième, c'est vraiment les courriels. Le courriel ou les accessoires autour du système de courriel. Puis un des troisièmes points, c'est aussi commencer à donner un certain accès à leurs fichiers. D'accord. C'est de se dire, pas tous les fichiers par exemple, parce qu'il y a un aspect de sécurité là-dedans qu'on discutera un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est de donner un accès à des fichiers, justement pour simplifier la vie des gens, pour avoir accès à des fichiers, d'accord. Et ces deux services-là offrent les trois peuvent l'offrir un peu, sauf le système de sauvegarde, mais je voulais quand même en parler, c'est qu'on regarde ici vraiment au niveau de l'offre des courriels spécifiquement, puis de l'accès aux fichiers. C'est vraiment deux offres de services qui sont beaucoup comparées. Là, les gens vont me dire, moi j'aime mieux Microsoft, moi j'aime mieux Google, ou quoi que ce soit. Il faut quand même regarder l'historique de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas littéralement arriver, puis moi je vais me dire j'aime mieux Office 365 parce que j'aime mieux Office 365. La culture de l'entreprise, là, par exemple, un serveur Microsoft Exchange, tous les gens travaillent déjà sur une suite Microsoft Office. Le choix le plus logique va s'en aller vers Office 365 parce qu'on parle de formation d'utilisateurs, on parle de changement de travail, même si on parle d'une infrastructure cloud. Si on fait une migration d'un service Exchange qui est interne, puis on s'en va vers un service Exchange qui est sur le cloud, le lundi matin, la personne, elle rentre encore dans l'emploi. On parle de productivité avant tout. La technologie permet d'améliorer la productivité, mais ici c'est le contraire, puis les employés doivent se former entièrement dans un autre environnement. On passe à côté de ça, exactement. Puis à un moment donné, c'est que pour la compagnie, tu as des pertes à ce moment-là, indirectes au niveau des utilisateurs. C'est pour ça qu'au niveau de Office 365, si on regarde en ce moment juste à une échelle de prix, c'est que par utilisateur, Office 365, ils vont donner, exemple, moi j'appelle ça une table d'hôte. Microsoft, c'est le service le plus complexe parce qu'il y a
tous les produits à l'unité, en format table d'hôte, en fonction du nombre d'employés, en fonction. Il y a beaucoup d'études à faire. On ne peut pas arriver de même et dire, OK, je m'inscris à 365, je vais prendre le premier package que je reçois et je m'inscris à ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, Office 365, j'ai pris on va dire le package le plus moyen pour la moyenne des entreprises. Il vous donne une boîte de courriel de 50 gigs par utilisateur. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ce qu'on appelle OneDrive, donc le fameux accès à vos fichiers, donne jusqu'à 1000 gigs par utilisateur. Il y a même des PME qui n'ont même pas 1000 gigs de documents. C'est par utilisateur. Oui. La suite Office, donc la vraie suite Office, on installe sur ton portable, il vous le donne jusqu'à 5 postes de travail par utilisateur. Juste ça, ça vaut au-dessus de 500 fois 5. C'est littéralement 2500 de licence Office qui vous donne. Vous pouvez l'installer à la maison, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur de bureau, sur une tablette, n'importe quoi. C'est tout là. C'est la suite Office complète. Il vous offre aussi Office sur iPad, des choses comme ça, 13,25 par mois par utilisateur. Pour toute cette suite de services. Ah oui, un Microsoft sur iPad. Est-ce que Google permet de travailler sur iPad? Google aussi a des fonctionnalités, des services iPad, des services comme ça. Je vous dirais que les deux sont quand même comparables. C'est juste que, où certaines différences, l'offre de Google est beaucoup plus simple. Eux autres, c'est pas compliqué, c'est 10$ par mois, illimité pour tout. Fait que Google Drive, Gmail, photos, ça là, c'est illimité, 10$ par mois pour les utilisateurs. Par utilisateur quand même. Mais avec 5 et moins, plus de 5 et moins, il donne 1000 gigs total par utilisateur. Il y a comme une règle. C'est plus simple. Mais Microsoft a 13,25 par mois pour ce type de produit-là, mais tu peux prendre juste tes courriels à 4$. Tu es capable de faire une offre très, très, très modelée à ce moment-là, en fonction des compagnies, en fonction des services, en fonction des licences. Au niveau 365, il y a quand même un peu plus de travail, de service conseil à faire juste pour dire, OK, on va prendre le bon choix, puis après ça, on y va, on passe au suivant. Pourquoi les gens vont vers le cloud? C'est un peu comme on disait tantôt, une réduction de coûts. Vous avez toujours accès à ce qu'on appelle la technologie la plus récente. Je veux dire, c'est mis à jour, c'est entretenu, c'est surveillé, tout est en place de ce côté-là. Donc, c'est ce que vous voyez chez vos clients, il y a réellement une réduction de coût. Au bout de 5 ans, au bout d'un cycle, il y a littéralement une réduction de coût parce que vous avez toujours accès à tout. On prend les suites Office comme tantôt. Une suite Office, là, en magasin, il en sort quoi, 300, 500 une suite Office par ordinateur. Ils sortent une nouvelle version, t'en as besoin. Absolument. Un autre 300, 500. C'est ce que tu dis, la technologie la plus récente. On reste toujours à jour de ce côté-là. La capacité des centres de données, mais comme on se jasait, comme on l'a vu tantôt, à 19 copies, il n'y a rien qui peut accoter ce genre de scénario-là dans les PME, sinon ça ne peut pas arriver de ce côté-là. Après ça, il y a une meilleure expérience pour l'utilisateur parce que justement, il bénéficie tout le temps de la dernière technologie. Il est toujours à jour, indirectement, il peut même se faire former. Puis si vous allez, exemple, sur des YouTube de ce monde, des choses comme ça, le nombre de vidéos qu'il y a pour les gens, pour juste apprendre à comment utiliser ces logiciels-là, c'est vraiment sur site, c'est vraiment intéressant. Les récupérations d'urgence, toutes les copies sont là, toutes les informations sont là. Vous n'avez pas d'avoir besoin d'une équipe TI en permanence. Pour comprendre que l'équipe TI, elle va être là pour la première migration, puis après ça, le service cloud, tout est là. Tout est maintenu. Vous avez des raisons pourquoi, exemple, ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas croire que le cloud marche tout le temps 100%. Il y a 99,9% du temps, ça marche. Puis on évalue en moyenne, le calcul de ces choses-là, on évalue c'est à peu près 5 heures par année de temps qu'ils peuvent lancer. Je veux dire, et puis, comme tu disais tout à l'heure, le serveur dans l'entreprise peut demander 5 heures. En fait, on manque plus de 5 heures d'électricité dans une année au Québec. Exactement. Le service cloud est avantageux de ce côté-là. Puis, vous payez l'utilisation. Si vous amènez vraiment une gestion de vos licences, c'est très flexible. Puis, en payant l'utilisation, aussi, l'affaire qui arrive, c'est un autre aspect que les gens n'évaluent pas aussi, c'est que beaucoup d'entreprises perdent le contrôle sur la gestion des licences internes. L'achat des licences, vous avez des nouveaux employés, j'ai plus besoin d'une licence. Ça peut être complexe. Ça peut être complexe, la gestion des licences. C'est pas tout le monde qui est à l'affût non plus de tous les règlements de ces affaires-là. Un service cloud, ça vient simplifier ça. Moi, j'aime bien ce que tu dis, c'est que il y a un travail de migration initiale, mais après ça, l'entreprise est autonome.
Et ça, c'est gros avantage. Puis le portail, ben, le ou les portails que vous pouvez accéder, c'est simple. Je veux dire, ça ne demande pas un technicien en arrière de ça pour faire créer un compte de courriel, d'ajouter un service, de prendre un service. Quand on rentre chez Microsoft, vous dites achat de service, la liste de produits est là. Vous avez besoin de vidéo, une fois vidéo par mois, 17$, next, carte de crédit, on a payé. C'est vraiment l'utilisation, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment un aspect là, de ce côté-là, que les gens vont vers le cloud public, c'est vraiment un gros avantage de ce côté-là. Ça, c'est moins bon pour vous, par contre. Pour nous, oui, mais d'un autre côté, on essaie justement d'amener les compagnies à se trouver une façon aussi de monter l'infrastructure. Là, au lieu de faire des supports régulièrement, des maintenances régulièrement, au contraire, on travaille sur des projets avec les compagnies. Là, on est capable d'évaluer avec les compagnies, de se dire, là, vous êtes rendu là, on va vous mettre, voici un prochain niveau qu'on est capable d'amener, voici un autre service qu'on est capable de faire. On est capable de justement d'amener les compagnies à avoir une offre de services différente, d'avoir beaucoup plus de projets. Parce que souvent, les gens, ils vont voir un projet technique, là, ils vont dire, ben là, j'ai de la maintenance, il faut que je paye les entretiens, il faut que je paye ça. Puis là, mon gars vient encore pour faire mes mises à jour. Oui, là, je pense qu'on n'est plus vu comme ça. On est vu comme des gens qui viennent nous aider à travailler, qui viennent nous apporter des nouvelles solutions, des nouvelles façons de travailler. Hey, as-tu d'autres idées? Là? J'ai cette affaire-là, je ne l'ai pas vu comme ça. De quelle façon je pourrais améliorer ce processus-là? C'est plutôt que nous, on est obligés de s'adapter à une nouvelle façon de travailler, à proposer des choses différentes aux gens. C'est ça que ça vient un peu plus de côté, changer notre façon de travailler. Moins technique, plus stratégique. Exactement. Puis de ce côté-là, c'est ce que ça amène aussi, c'est que pour nous, en tant que gens, c'est beaucoup plus plaisant. Je vais vous dire honnêtement, le nombre de téléphones qu'on peut recevoir, mon téléphone ne marche pas, ta affaire ne fonctionne pas. Là, je pense que c'est beaucoup plus le fun avec les gens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Exactement. Comment tu pourrais me trouver une solution pour tel problème? Est-ce que ça, je peux y aller en cloud public? Est-ce que ça, je peux faire ça? Donc, ça amène beaucoup plus de conversations, on va dire, différentes avec les gens. Puis une façon, les gens sont contents parce qu'ils changent leur façon de travailler, ils s'adaptent au marché, ils s'adaptent à leur nouvelle technologie. C'est bien le fun de voir des gens dire, hey, j'ai accès à mes données de mon téléphone, ce que je n'avais pas avant. Tu sais, des choses comme ça. C'est beaucoup plaisant de ce côté-là. Fait que ça change notre travail plus que c'est problématique avec Je comprends tout à fait ce que c'est. Parfait. Alors, parlez-nous du cloud privé. Oui, le cloud privé en ce moment, donc, ce que je vais essayer d'expliquer, cette portion-là est un petit peu plus technique. C'est que l'idée avant, si on reprend un peu les exemples qu'on avait, avant, comment ça fonctionnait au niveau des entreprises, c'était pas compliqué, c'était un serveur, un logiciel. Donc, à ce moment-là, on avait besoin d'un serveur pour un CRM. J'étais un serveur pour un CRM. Les gars de réseau, ils aimaient ça parce que souvent, ils disaient, ben moi, j'ai pas le choix, là, faut que tu as besoin d'un nouveau serveur, tu as besoin d'un nouveau projet, tu as besoin d'un nouveau serveur. Ils partent de quoi? Puis ça te coûte 5 000, ça te coûte un backup. Fait que là, souvent, on se retrouvait avec des salles de serveurs monstrueuses. Oui. Combien de logiciels, 20 serveurs? 20 serveurs, 20 logiciels. Il y en avait des plus aventureux qui disaient, non, moi, je les pensais pas pour ça. Là, ils faisaient une tour, je l'appelle la tour de Babel, qui mettait plein de serveurs, ça venait un peu croche. Puis là, tu touchais à quelque chose, tout le reste ne fonctionnait plus. Ça, c'était la mode du temps. Il y a une dizaine d'années, c'était vraiment ça. Donc, on avait une infrastructure beaucoup plus traditionnelle. Là, on rentrait dans une salle de serveur, c'était super impressionnant. On avait 2 racks avec plein de machines, tout ça. Puis là, on disait, wow, mon entreprise roule là-dessus. Le cloud privé, c'est pas ça. Le cloud privé, c'est littéralement le contraire. C'est de prendre le plus de serveurs possible et de les consolider sur une seule. Ça, c'est l'effet inverse. Donc, à ce moment-là, on achète un serveur, une grosse machine, beaucoup plus peut-être costaud. Mais par contre, on la sépare en petits blocs. Là, ça va devenir des coquilles. On vient un petit Amazon, finalement. Un petit Amazon interne, exactement. Puis là, on se crée nos propres coquilles à nous, finalement. Puis on dit, ben, ce serveur-là a besoin de tant de mémoire, tel logiciel, tant d'affaires. Là, finalement, ce qu'on vient consolider notre infrastructure en beaucoup moins de machines. Ça peut être une machine, 2 machines, 3 machines. Puis on peut faire des fois des consolidations aussi avancées que du 20 courant. Là, la même salle de serveurs, qui avait 20 serveurs, on tombe avec une seule machine, mettons qu'on fonctionne, ben, beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins de batterie, beaucoup moins d'UPS. Ça, les frais connexes de maintenance à ce moment-là, de ces 15 ou 20 machines-là, vous les enlevez de votre équation. À ce moment-là, vous avez un gros gain. Puis l'affaire aussi qui arrive, si on lance les mêmes idées de projet, les compagnies, ils vont dire, moi j'ai un nouveau ERP en ce moment,
Si notre boîte a encore de la place, on fait juste faire une nouvelle coquille à côté. Je comprends. Il n'y a pas de frais d'achat, il n'y a pas de frais. Le prix que ça va coûter, c'est peut-être un petit peu de mémoire ou de l'espace supplémentaire, mais on ne parle pas d'un achat de serveur complet. Là. On parle littéralement de maximiser le coût, finalement, sur une infrastructure serveur. Là, en ce moment, Ça, c'est le cloud privé. ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le cloud privé. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que si on regarde, parce que Microsoft s'en vante, Microsoft, lui, il a sa technologie qui s'appelle Hyper-V. Microsoft, son système Azure roule sur Hyper-V. Donc, son cloud public, là, il sert de son propre cloud privé, vraiment pour monter son infrastructure. Fait que, à ce moment-là, au niveau des compagnies, c'est important de comprendre que ça consolide, ça fait beaucoup d'investissements de ce côté-là, sauver beaucoup d'argent avec ces technologies-là. Pourquoi je parle de VMware et d'Hyper-V? C'est assez simple, c'est les deux majeurs sur le marché en ce moment. Mais ça, on parle d'une PME d'une certaine envergure. Pas nécessairement. Même souvent, on a des PME qui ont seulement 2 serveurs, on les consolide dans un. On les fera acheter 2 serveurs à ce moment-là. Puis il y a d'autres avantages au niveau du cloud privé, je vais en parler dans le slide d'après. Excuse-moi de t'interrompre. Il est déjà 12h40. Oui. En termes de temps, là, on s'en va. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quand on parle justement, pour répondre à ta question, de première, d'envergure, de grosseur, le cloud privé, il amène un aspect vraiment intéressant au niveau des sauvegardes. Parce que les sauvegardes, avant, c'était traditionnellement sur des pays backup. Les gens arrivaient, puis ils prenaient des cachettes le soir, puis ils prenaient des backups. Mais souvent, quand ils prenaient des backups uniquement de leurs fichiers. Ils ne prenaient pas des backups de toute l'infrastructure au complet. Souvent, là, c'était juste ça. Puis là, ils disaient, j'ai récupéré mon fichier, je suis content. Mais quand il y avait une panne majeure, ils n'étaient pas capables de récupérer. Il y avait beaucoup de pertes, Tandis que quand on va dans un cloud, l'affaire qui arrive, c'est comme on a compris que le serveur fonctionne sur une technologie cloud, bien, on prend le backup des coquilles, donc on prend le contenant et le contenu. Donc on prend littéralement en sauvegarde toute l'infrastructure complète. Panne majeure, pas de problème. Amenez-nous un nouveau serveur avec VMware ou Hyper-V, on récupère l'infrastructure au complet à l'état qui était. Et on est capable de pousser encore ça plus loin. Vous êtes multi-site. Vous avez une compagnie multi-site, vous aimeriez avoir littéralement un système de sauvegarde dans votre deuxième site, vous pouvez le faire. Ou même de faire un système de relève. Vous pouvez maintenant récupérer vos coquilles et vous dire à chaque heure, je vais répliquer mon infrastructure au complet dans mon deuxième site. Oui. Mon site primaire est mort. On allume un site ça, vous brûlez tous les doigts avec non, c'est comme la technologie cloud publique. En ce moment, le centre Microsoft, il y en a 19. On fait le même concept au niveau du cloud privé. Donc, on applique ça de cette façon-là. C'est vraiment un système de sauvegarde beaucoup plus avancé de ce côté-là que les traditionnels techniques. Donc, pour nous, la solution la mieux pour les PME, c'est de faire un mix de cloud hybride. Donc, si le mot hybride, il n'y a pas grand-chose, c'est privé plus public. On trouve les services, on identifie les services qu'on a besoin, puis à ce moment-là, vous avez un succès, vous avez une économie. On établit, là, ce qui est vraiment important, c'est d'établir pour votre entreprise, dans 3 ans, on se voit où? On se voit comment dans 3 ans? C'est-à-dire, en termes de nombre d'employés, de logiciels utilisés. Qu'est-ce qui est critique pour nous? Où c'est qu'on veut s'en aller avec notre entreprise? Est-ce que les gens vont travailler à distance? Est-ce que les gens vont être multi-sites? On va s'ouvrir des niveaux ça. Puis ça, là, on essaie de faire une perspective sur 3 ans. Puis là, à ce moment-là, ça aide à choisir les services. Puis là, à ce moment-là, stratégiquement, on pourrait garder ça à l'interne. Stratégiquement, on envoie ça au niveau hybride. On est capable littéralement de choisir certains services, puis ça donne une visibilité de certains projets, justement, de dire on va le faire par phase. Phase 1, on va migrer l'infrastructure en cloud privé. Phase 2, on va amener vers le cloud public, le service de courriel. Phase 3, les vieux softwares qu'on a, on va les amener dans notre cloud privé. On est capable de faire des stratégies pour répartir les coûts des entreprises sur plusieurs années, pas d'arriver et de tout faire la même année. On essaie de les répartir littéralement sur une plateforme de 3 ans, de 4 ans. Tout dépendant comment l'entreprise va évoluer, comment l'entreprise va changer. Dépendamment, j'imagine, des licences à renouveler, de l'âge du parc informatique, il y a tellement de facteurs qui sont à considérer. C'est pour ça que c'est très difficile comme ça de dire choisissez 365, choisissez Google Apps, choisissez Azure. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Il y a quand même une certaine étude de cas à faire ou d'une certaine analyse à faire. Ce n'est pas nécessairement souvent en profondeur. Comme je disais tantôt, si toute votre entreprise a déjà Microsoft, 365, on ne changera pas la. C'est faire
une analyse comme ça, là, de dire, OK, quels sont les avantages, les économies, le privé, le public, l'hybride. Quand vous entrez dans une entreprise, ça peut représenter combien d'heures d'analyse? Ça dépend du nombre d'employés, ça dépend du nombre de services à faire, mais je vous dirais que quand ça a pris entre 1 et 3 journées maximum, c'est pas mal le business. Ça va prendre des grosses entreprises de 100 personnes, souvent ils ont des fermes de serveurs très lourdes. Mais tu sais, le cloud privé existe aussi depuis certaines années. Déjà, nos entreprises sont déjà faites à premier pot. Oui, privé. Oui, On parle littéralement de déjà moins. Puis à ce moment-là, si vous êtes une entreprise qui a littéralement toute une infrastructure traditionnelle, ça, là, l'analyse va être un petit peu plus costaud. Parce que là, c'est quoi les charges, c'est quoi les serveurs, qu'est-ce qu'on a migré, qu'est-ce qu'on a amené, est-ce qu'on mixe à une nouvelle version? Non, on prend l'infrastructure telle quelle, on l'amène comme une première étape en cloud privé. Parce qu'il existe un concept qu'on est capable de faire ce qu'on appelle du physique à virtuel. Donc, on prend littéralement une photo de votre serveur physique. Oui. Puis on l'amène en virtuel. J'ai déjà fait ça avec des serveurs Windows 2000, des choses comme ça. On l'amène. Donc, ça, c'est des choses comme ça qu'on est capable de faire. Donc, l'analyse d'une entreprise de 150 employés et moins, à savoir quelles sont les meilleures solutions pour eux dans ce garage cloud, peut représenter entre 1000 et 5000 $. Environ. Ça fait du sens, tout dépendant de ce qu'on a comme offre de service. Donc, ça, de ce côté-là, c'est à regarder, tout dépendant de notre niveau. Je veux juste faire une explication rapide, vous donner un peu un exemple, parce qu'on l'explique depuis tantôt. On a un cas, finalement, d'un cas client qu'on a fait chez nous, qui avait 65 personnes, il y avait 15 serveurs physiques. On a consolidé ça, finalement, sur un cloud privé VMware avec seulement 2 seuls serveurs et un SAN. Oui. Donc, littéralement, un SAN, c'est un stockage partagé avec les 2 serveurs. OK. Puis, en gros, ce que ça a fait avec la solution VMware, c'est que ça offre ce qu'on appelle une autre disponibilité. Parce que compte tenu que le SAN, le storage est partagé avec les 2 serveurs, on peut en réel prendre une coquille qui roule sur un serveur, la déplacer sur l'autre serveur, l'utilisateur va même ouvrir le feu. On ne sait pas ce qui vient de se passer en arrière. Nous, on peut faire une maintenance sur le serveur de gauche, reprendre les coquilles, les ramener sur le serveur de droite. Ça amène un concept de très haute disponibilité. Ce qu'il n'y avait pas, c'est qu'un serveur physique. On va comprendre que chaque serveur physique devenait un point de pair. Oui, il y avait un logiciel. Il y avait un logiciel qui était mort à ce moment-là. Tandis qu'avec la consolidation, chez moi, on a fait ça. Le client avait un critère très spécifique, c'est que ses courriels devaient toujours être opérationnels. Oui. Donc, on pouvait le faire avec le cloud privé, mais avec tout l'investissement qu'il y avait à faire, que ce soit des génératrices, des choses comme ça. Il faut comprendre, si on veut être up 100%, il faut qu'on ait l'électricité en conséquence. On a beau mettre l'infrastructure, mais il faut ça. Donc, à ce moment-là, le client a opté pour une solution Office 365 pour la solution courriel. Donc, il répondait à tous ces critères, il était sur Exchange, on l'a amené vers là, c'était une suite logique des choses. Avant qu'on détaille des choses comme ça, seulement 50% de l'infrastructure était en backup. Avec le cloud, avec le ménage, avec toute la structuration qu'on a faite, on a même complété, on a des backups complets qui sont répliqués à chaque nuit hors site, littéralement, vers un centre de données à Montréal. On a justement consolidé 2 cabinets en un. On se comprend, avec 15 serveurs, on tombe avec 2. Ben, à ce moment-là, ça se fait très dans un seul cabinet, puis à ce moment-là, on a besoin d'une backup pour tout faire fonctionner. Donc, bien souvent, après une analyse initiale, la conclusion, c'est un cloud hybride quelconque. La plupart du temps, on va finir avec une solution cloud hybride, sauf dans certains cas qu'on va quand même rester en cloud privé. Mais ça, on va voir vraiment de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, si, je pense, Simon, qu'on pourrait je pense qu'on devrait passer cette question-là, parce qu'il est pratiquement oui. Bon, ben, le sujet, dans le fond, c'est la sécurité de vos données. Dans le fond, ça, je pense que les gens ont beaucoup de questions par rapport à la sécurité de leurs données. Parce que justement, quand on s'en va dans une solution cloud, on dit mes données sont physiquement où? Est-ce que tu montres quand ça mes données? Comment ça fonctionne? C'est beaucoup de questions. Mais cependant, quand on regarde ça comme ça, la solution publique cloud versus la solution traditionnelle, il y a des pour et des contre à chacun. C'est ça que souvent les gens ne perçoivent pas. Puis si on regarde la solution traditionnelle, là, vous avez souvent plus de pannes à l'interne. On parlait d'électricité, de pannes physiques, vous n'avez pas de serveur de relève, des choses comme ça. Donc vous avez des pannes. Donc vos données sont de moins en moins accessibles. Mais aussi, il y en a des fois qui n'ont même pas de solution de backup. Avec la sécurité de vos données, là, il n'y en a plus. Les données, des fois, sont désastreuses. Vous les perdez, vos données, vous n'avez plus. Puis, l'autre affaire aussi qui est importante, c'est que souvent, il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas nécessairement de politique de mot de passe, de politique de surveillance d'accès, de politique. Souvent, les entreprises, tu me donnes ton mot de passe, on va me donner sur ta machine. Tout le monde, ça connaît. Alors, pour résumer, Jean-François, c'est que c'est une fausse impression de sécurité, le fait d'avoir ça dans nos bureaux. Souvent, oui.
Souvent, oui. Si vous avez une équipe TI, par contre, qui est là régulièrement, qui vient des bonnes pratiques, qui surveille votre infrastructure, je ne pourrais pas dire que votre infrastructure est à risque. Mais si, comme la moyenne des événements, vous n'avez pas de gens à l'intérieur, oui, vous mettez des politiques un peu comme bon vous semble ou comme les recommandations de chacun, oui, bien souvent, vous pouvez vous retrouver que vos données sont accessibles, puis vous ouvrez souvent votre serveur à l'Internet parce que vous dites, hey, maintenant, là, c'est important, il faut que j'accède à mes données, mais vous avez des mots de passe comme le soleil, le nom de votre enfant, des choses comme ça. Ben, n'importe qui va pouvoir aller chercher vos données rendues traitées, tandis que dans le cadre public, ben, comme on disait tantôt, les gros centres de données, chez réputés, il y a beaucoup moins de panne, l'infrastructure est en place. Oui. Puis, il essaie quand même de mettre des bonnes pratiques au niveau des mots de passe. Je pense que ça doit être renouvelé, certains en 30 jours, 45 jours, des choses comme ça. Ça amène une dynamique différente. Ils essayent, puis eux, ils ne veulent pas passer la plupart du temps des journaux avec ça pour se dire, on s'est fait voler. C'est une catastrophe. Parce que là, tout leur modèle d'affaires repose sur la confiance. Exactement. Ils la perdaient, là. Ça serait assez terrible de ce côté-là. L'aspect de sécurité des données, c'est très, très, très relatif. C'est vraiment ça qu'on voulait montrer à ce moment-là. Rapidement, il faut comprendre que le cloud, les prochaines étapes du cloud qu'on voit en ce moment beaucoup en grande entreprise, souvent c'est le modèle d'affaires qui est appliqué par la suite au niveau des PME, c'est qu'à ce moment-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la virtualisation des postes de travail. L'idée en ce moment, c'est de se dire que chaque personne n'a plus nécessairement un poste de travail sur son ordi devant lui. Oui, qu'on accède à distance dans un centre de données à notre poste de travail. Oui. Standardisation des équipements, gestion des licences beaucoup plus serrée. Il n'y a plus de question de remplacement de poste de travail d'usager. On change de terminal, on se branche, on a accès de n'importe où. D'un iPad, vous voulez avoir accès à votre ordinateur de bureau, vous accédez. Ça, c'est qu'en moment, là, c'est vraiment l'avenir de ce qui va s'en venir au niveau de le cloud, la virtualisation du cloud. Puis une autre chose, un peu plus technique pour les gens de réseau, c'est ce qu'on appelle la virtualisation de toute l'infrastructure réseau en arrière. Donc, il va y avoir des switches, mais ce ne sera plus une question de manage. Tout va être à l'intérieur, finalement, des solutions cloud. Le virage des PME, là, chez BND, est-ce que c'est, à votre avis, incontournable? Est-ce que tôt ou tard, là, c'est pas nécessairement en 2015, mais on se reporte en 2020, là, 90% des PME vont avoir beaucoup plus de services sur le cloud? Oui, puis d'ailleurs, je te dirais que nous, de notre côté, ça fait au moins 5 ans qu'on force les compagnies de plus en plus à faire des clouds privés à l'interne. Ah oui? Les solutions traditionnelles, là, ça doit faire quasiment environ 4 ans qu'on n'a pas vraiment repositionné les solutions traditionnelles, soit parce que c'était une demande ou quelque chose que les gens étaient très, très, très nerveux. Mais l'avenir du cloud et des économies directes, il y a beaucoup de compagnies qu'on est maintenant rendues dans notre 5e, 6e année de solutions cloud privées, qui qu'on renouvelle finalement, qui qu'on déplace. Ça l'amène beaucoup d'économie globale. Par exemple, les serveurs sont garantis 3 ans, là, la plupart des serveurs qu'on achète. Oui. Ben, il y a beaucoup de compagnies qu'on les a dit, le cloud privé, vous n'avez pas grossi, vos données sont relativement pareilles, tout est là. Achetez-vous une garantie prolongée de 2 ans sur vos serveurs. Le premier investissement de départ que vous avez fait, on va le rentabiliser sur 5 ans, on va le rentabiliser sur 3 ans. Ça l'amène une grosse économie. Il n'y a plus de question. Après 3 ans, là, on paye une garantie des serveurs, on s'assure que notre char fonctionne. Et à ce moment-là, on est opérationnel. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment une technicalité comme ça. Oh, une petite question. On va y aller avec une petite question. Donc, est-ce que votre entreprise utilise déjà des solutions cloud, que ce soit par communication, des courriels, des GoToMeeting, WebEx, des Skype? Oui, exactement. Donc, les marketing, que ce soit les médias sociaux, les blogs, des choses comme ça. Que ce soit les services généraux, les fameux Dropbox, OneDrive, de ce monde, les solutions de backup, les solutions d'ERP. Il y en a peut-être qui n'utilisent absolument pas. Juste curieux de voir un peu déjà où que les PME sont avec nous aujourd'hui, sont situés. Est-ce qu'ils sont vraiment avancés dans le cloud ou ils sont encore frileux finalement? C'est peut-être une prise de conscience aussi, de dire que non, nous autres, on n'est pas dans le cloud, mais ben oui, on utilise Skype. Ben oui, on utilise Dropbox aussi. Ouais. Puis, c'est peut-être ça, là. Oui, c'est pas un garage complet dans ton cloud. Non, mais ça peut y avoir une portion, effectivement. Les Dropbox de ce monde, je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui les utilisent. Puis souvent, ils ne savent pas parce que souvent, où le Dropbox vient apparaître à ce point-là, c'est que les gens essaient de s'envoyer par courriel. Oui, tu sais, ils essaient de s'envoyer une grosse présentation de 25 mètres, 30 mètres, ça ne passe pas par le courriel. Comment je vais envoyer mon document, tu sais, une option, ben, souvent ils vont s'inscrire sur un Dropbox pour faire un premier transfert de fichier à quelqu'un.
ou ben non, ils vont utiliser un service UCMD, des choses comme ça. Mais c'est une solution cloud. Oui. On vous invite à répondre. On va fermer le sondage dans quelques secondes. Alors, peu de gens ont répondu, à peu près la moitié. Alors, pour ceux qui n'ont pas répondu, vous avez quelques secondes encore. Jean-François, as-tu des commentaires? Plusieurs de ces réponses. La majorité des gens ont dit plusieurs de ces réponses. La communication, très peu en marketing. Services généraux, encore faut-il savoir ce que c'est. Ah ben oui, on en a parlé ici. OK, Dropbox. Les fichiers. Ben, je ne suis pas vraiment surpris parce que je pense que les gens, comme tu disais tantôt, le réalisent à ce moment-là qu'ils utilisent littéralement en ce moment des solutions qui ne savaient peut-être même pas que c'est des solutions considérées comme cloud à ce moment-là. Parce que le mot cloud est utilisé à beaucoup de sessions. Je t'invite à poursuivre. Donc, de ce côté-là, comme on disait tantôt, c'est juste, il faut, avant de vous embarquer de choisir des technologies cloud, il faut établir un plan de route. Il faut, comme on disait tantôt, établir c'est quoi vos services critiques sur 3 ans, comment on voit notre entreprise, qu'est-ce qu'on va avoir, si on arrive à une panne, qu'est-ce qu'on va faire pour remonter notre entreprise, comment on va revenir, qu'est-ce qu'on tolère pas, la sécurité de nos données, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'asseoir et discuter. Moi, ce que je retiens, c'est que le choix TI repose sur la technologie, sur la stratégie qu'entend mettre de l'avant l'entreprise pour les 3-5 prochaines années. Oui. Puis, pour faire le bon choix, il faut avoir une idée où on se concentre. Exactement. Il faut choisir les bons choix, justement, aussi. Il faut être capable d'identifier vraiment les besoins de la personne. Oui. Ça, c'est un élément clé. En ce moment, quand vous établissez un bon plan de vos pays, normalement, il n'y a pas de perte à ce moment-là. Donc, pour revenir finalement à la question de départ, qui est un peu la fin de la présentation, c'est pourquoi le plan de PME adoptait le cloud, mais comme on a dit, simplicité d'expansion, d'évolution, facturation simplifiée, l'accès aux solutions des grandes entreprises, que ce soit les produits CRM, les produits courriels, des choses comme ça, c'est vraiment des solutions de grandes entreprises. Vous éliminez beaucoup de frais de maintenance, beaucoup de frais d'entretien, l'accès à des solutions, comme on disait tantôt, des sauvegardes sont plus avancées, c'est plus juste des fichiers qu'on prend maintenant, on prend la coquille, on prend l'infrastructure au complet, vos données, si vous appliquez les bonnes règles, sont sécurisées, sont accessibles de partout, c'est ça qui est un peu la beauté de la chose là-dedans, puis vous êtes toujours à la fin pointe de technologie, parce que tout est maintenu, tout est entretenu, toujours les dernières patchs sont appliquées, les aspects de sécurité sont appliqués. Ça, c'est vraiment pourquoi les compagnies prennent littéralement un grand virage vers le cloud. C'est vraiment les raisons. Moi, ce que je trouve le plus convaincant, on a des exemples ici, là, mais tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 4-5 ans, vous n'avez pas fait une implantation standard, traditionnelle, avec le serveur, sans virtualisation, sans cloud. Alors ça ne peut pas être plus explicite. Non, parce que justement, les gens le voient rapidement, l'économie. Le voient les avantages. Je veux dire, c'est simple, 5 serveurs, 50 000 mettons 10 000 chaque. Un gros serveur qui va conduire les 5, 20, 25 000, la moitié du prix. 40 Oui. C'est une économie directe, là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est avantageux de ce côté. J'ai compris comment ça marchait. Alors, on a une autre question à laquelle on vous invite à répondre. Merci d'être encore avec nous, Jean-François. Il faut-il croire que c'est très intéressant, parce qu'il y a personnalité. Je suis content. Alors, désirez-vous passer au cloud, à considérer sérieusement, à évaluer éventuellement, ou à oublier à tout jamais. C'est assez radical, ce point-ci, là. Oui, à tout jamais. Ben, il y en a quand même. Sérieusement, parfait. Alors, la grande majorité des gens répondent à considérer sérieusement. Et puis, la considération sérieuse débute par, OK, venez voir qu'est-ce qui est intéressant pour nous. C'est une petite évaluation qui peut prendre une journée, 2 journées. Même des fois, pour un service spécifique, ça ne prendra pas nécessairement une journée. Il y a des gens qui vont dire, regarde, moi, je dois juste commencer mon aventure cloud avec un de mes besoins. J'aime ça, l'aventure. Ben oui, c'est l'aventure parce que dans le sens que ça change la façon de travailler, ça change la mentalité. Donc, ils vont dire, je vais essayer un service A, un Dropbox plus avancé, un courriel plus avancé, quelque chose comme ça. Donc, sérieusement, c'est un peu la façon ou l'approche qui est faite à ce moment-là au niveau de l'aventure cloud, que les gens vont y aller avec ça. Mais comme on dit, on est au début aussi du cloud. C'est le cloud va encore beaucoup prendre l'expansion dans les prochaines années. Et les services vont toujours être. L'offre de services va continuer de grandir au niveau du cloud. Fait que oui, effectivement, il va y avoir beaucoup d'avantages. Donc,
La dernière, c'est savoir est-ce que les gens ont des questions pour moi. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous aimeriez peut-être éclaircir ou des points. Si vous avez des besoins précis, en fait, ça vaut la peine, quelles sont les options? Alors, Jean-François, je regrette, j'ai douté de toi, à savoir si ça allait finir à 1 heure. Là, il est 1 heure moins 2. On est en time, c'est parfait. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser à notre expert aujourd'hui. Si vous avez des situations personnelles pour lesquelles vous aimeriez avoir du feedback, ça vaut la peine, vaut pas la peine, quelles sont les options, les produits sur le marché, on vous écoute. Autrement, bien, on terminera la formation dans quelques minutes. Alors, comme vous le savez, bien, la formation, l'enregistrement sera disponible à compter de demain. Un courriel va vous être transmis, de même que la PPT. Alors, tu as été très clair sur ce. M. Gauvin, je vous remercie beaucoup. Merci pour ton temps. J'ai bien apprécié l'expérience. Good, good. Merci. Et à vous, merci beaucoup d'avoir passé une autre heure de lunch avec nous. Alors, au plaisir de vous revoir.